Et on est back, Mélodie, ça va? Oui. T'as passé une bonne pause? Oui, j'ai bu de l'eau, c'est nice. Ah oui, bah Ouais. moi aussi j'ai bu de l'eau. J'ai fait le plein, comme on dit. On se retrouve et on n'est pas tout seul. On a avec nous Esso, qui est cofondateur et directeur exécutif de l'association l'ONG Jeunes Verts au Togo, à Lomé. Bonjour Esso. Bonjour Valentin, bonjour Mélodie. Salut. Déjà, on va commencer. C'est quelque chose qui se fait pas trop dans le journalisme et tout, de demander comment ça va, parce que ça crée des situations un peu awkward et bizarres. Mais comment ça va, Esso, aujourd'hui? Enfin, ce soir. Bon, au Togo, même quand tu es à l'hôpital, on te demande comment tu vas, tu dis tu vas très bien. Donc, c'est resté dans nos habitudes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, on te pose la question comment tu vas. Et il faut automatiquement dire tu vas très bien. Ben, j'espère que tu vas vraiment bien quand même. Non, je vais très bien. Je vais très bien. Est-ce que donc toi tu nous appelles en direct de Lomé au Togo. Est-ce que Oui. tu pourrais te présenter? Oui, Monsieur So est un jeune homme âgé de 38 ans. Et c'est un monsieur qui a une histoire un peu drôle. Ouh. Il a au départ eu son bac. Son bac en F2, donc électronique, puisque j'ai fait le lycée technique. Okay. Et après, il a fait un master en électronique. OK. Et après le master, il a fait une licence en maîtrise des énergies renouvelables. OK. Et au départ, le monsieur ne savait pas qu'il avait vraiment de la passion pour la nature, pour l'environnement, pour le social. Et d'un seul coup, il a découvert ça. Et il s'est donné corps et âme. Cool. Nice. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été cofondateur de l'ONG. Aujourd'hui, je suis le directeur exécutif. Et c'est une ONG qui est quand même référencée au niveau international. Wow. Cool. Donc, c'est un peu bizarre. Un ingénieur électronicien qui gère une ONG environnementale. Je pense Donc, que c'est vraiment dans la ligne de ce qu'on est en train de vivre actuellement. Je pense que l'urgence du climat commence à faire évoluer les parcours de tout le monde. Là, tu sais, toi aussi, Mélodie, t'étais pas dédiée à penser à l'environnement à un moment dans ta... Ça faisait partie de choses qui me tenaient à cœur, mais pas au point d'étudier là-dedans. Donc oui, absolument. Est-ce que tu peux, Esso, nous parler de ta région aussi, de Lomé? Parce que nous, ici, on est au Canada, on est en Amérique du Nord. Notre objectif avec cette émission, c'est aussi de faire apprendre à se connaître les francophones du monde entier. À quoi ça ressemble Lomé et le Togo en général? Je peux dire que Lomé, c'est la plus belle capitale dans le monde entier. Parce que quand tu demandes aux Jamaïcains ou aux Rassaman, comme on les appelle d'habitude ici, ils te diront que c'est l'une des villes où tu respires le mieux. Parce que quand tu arrives, il y a vraiment beaucoup d'arbres dans la ville. Et puis, c'est quand même très intéressant sur le plan écologique. Okay. Mais moi, je suis né à Lomé, mais je ne suis pas de la région. En fait, je ne suis pas de Lomé. Je viens de la même région que l'actuel président de la République. Donc, je suis de la région de la Kara. OK. Et on est aussi de la même préfecture, donc la préfecture de la Kosa. Okay. Ça ne fait pas de moi un président quand même. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis. Je ne suis qu'un directeur exécutif d'une petite ONG. Voilà, c'est une région qui est montagneuse, avec beaucoup de rochers. Et la population vit beaucoup plus de l'agriculture, puisque les Kabiais, c'est comme ça on les appelle, ceux de la région, c'est des gens qui adorent la terre. C'est des gens qui aiment travailler la terre. Okay. Donc, le sol est dur, mais pourtant, tu vas partout, les gens font de la culture. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, beaucoup ont migré vers des zones où la terre est un peu plus facile à cultiver. Mais c'est un peu ça. Mais la particularité de cette préfecture, ce sont les us et coutumes qu'on pratique régulièrement.
et qui aujourd'hui est devenu presque un festival culturel que tout le monde essaie de célébrer. Les gens viennent de partout à chaque fin d'année, surtout dans la période de juin, août, septembre. Juin, juillet, août, septembre. Et il y a 2 grands événements. D'abord, il y a ce que nous appelons Agbema. Maintenant, il y a également chez les hommes ce que nous appelons Evala, qui réunit vraiment beaucoup de personnes. Et l'initiative te permet, si vous pouvez, peut-être que ça va être un peu brutal pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça consiste à manger la viande du chien. La viande du La viande du chien. Ah, ok. Non. Okay. Voilà. On mange bien de la vache, hein, donc... Enfin, certains mangent bien de la vache, donc non. Voilà, donc la viande du chien, donc tu dois quand même manger la viande du chien. Après, tu fais la lutte traditionnelle. Donc, quand tu ne le fais pas, tu n'es pas considéré dans ta préfecture, en fait. Ok. Quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ton influence, tu n'as pas droit à la parole. Ok. Tu n'es pas considéré, voilà. Donc, c'est vraiment un rite de passage. Voilà, quel que soit ton âge, à un moment donné, tu te sens obligé de le faire, sinon, même un tout petit peut te manquer de respect et c'est pas bien. Donc, c'est des trucs qui sont obligés et tu dois le faire pour vraiment te sentir cabier, pour pouvoir te sentir cabier de la préfecture de la Cosa. Ok. Wow. Voilà. Et donc, c'est un peu une partie de l'histoire de mon village. Super intéressant. Et ça n'a pas trop choqué. Non. Non, bah, c'est important. Tu sais, nous, on essaie justement d'apprendre à se connaître tous. On a tous des cultures, on a tous des traditions différentes. C'est important, au contraire, de les partager. Donc, intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ONG, justement, Jeunes Verts, dont tu es le cofondateur? Qu'est-ce que c'est cette ONG? Oui, heureusement que vous avez dit ONG, parce que souvent, quand tu parles de Jeunes Verts, tout de suite, on vous met dans le lot des politiciens. Vous savez que voilà, les Verts en Europe, voilà, à l'époque, on dit tu es vert, on te met rapidement dans le lot politique. Ouais. Heureusement, nous on n'est pas politique, on est apolitique et on est à but non lucratif. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut dire de cette structure? Jeunes Verts a été créé en 2009, par des jeunes acteurs de développement, donc des gens comme moi. Ok. Et il est né d'un constat du manque d'action concrète pour faire face aux défis de développement, principalement celui des changements climatiques. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Donc, en fait, cette initiative a poussé ces jeunes Togolais à aller vers des communautés vulnérables afin de mieux recenser leurs besoins pour des actions climato-compatibles. Wow. Donc, déjà en 2009 Déjà en 2009, ouais. Wow. Donc, puisqu'en fait, c'était des jeunes composés des juristes, des jeunes qui étaient déjà à leur licence en environnement, d'autres qui étaient à l'université de Sorbonne, c'est-à-dire ils suivaient des cours en ligne en sciences politiques. Donc, déjà, on avait quand même cette mentalité. Donc, c'était en fait, il était question de vrai pour une prise de conscience généralisée sur les rapports, surtout des jeunes et des femmes. Pourquoi? Parce que pour nous, on dit souvent, derrière un grand homme se trouve une grande dame. Et on dit aussi que l'enfant est le père de l'homme. C'est-à-dire que l'enfant est le père de l'homme. Donc, du coup, quand tu arrives à toucher l'enfant, donc le jeune, et puis la femme, facilement le message peut passer. Donc, il faut chercher le rapport entre les jeunes et les femmes et leur environnement, et sur la nécessité d'agir sur une réelle préservation et protection de cet environnement qui est d'ailleurs fragile, et aussi sur le devoir de protéger cet environnement contre toutes sortes d'abus de la sphère financière internationale et des politiques. Donc, déjà en juin 2013, nous avons obtenu notre récépissé, puisque la structure était créée, mais on n'avait pas encore de récépissé. Donc, en 2013, on a récépissé. Et on est officiellement devenu une association qui cherche vraiment à produire et à communiquer de l'information au public sur les grandes questions sociales, écologiques et environnementales, à promouvoir une équité inter- et intra
générationnel et à renforcer les capacités des diverses couches de la population en matière de prise de décision pour un développement durable. Donc, en fait, c'est pour renforcer cette idéologie-là du développement que cette structure vraiment a été créée. Est-ce qu'il y a un événement justement qui vous a tous poussé, là, ce groupe des cofondateurs, là, est-ce qu'il y a un événement particulier qui vous a poussé justement à créer cette ONG, cette association? Justement, parce que c'est le manque d'action, en fait. Ah ouais. C'est l'inaction. Ouais. L'inaction, parce qu'il y avait beaucoup de structures. En fait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'associations, mais il y avait quand même pas mal. Mais ils étaient beaucoup plus dans les blablabla, comme on a l'habitude de dire. Et nous, ça nous énervait, en fait, parce qu'on se disait, mais attendez, il y a une urgence qui se présente. Bon, au lieu d'agir, les gens sont là à bavarder. Nous, on n'aime pas. Vous voyez? Donc, c'est là où on s'est constitué en association. C'est-à-dire, on s'est retrouvés rapidement. On s'est dit que, bon, il fallait quand même faire quelque chose. Et donc, l'idée est partie, on a créé l'ONG. Et puis, aujourd'hui, je nous verrai positionner sur des questions d'environnement, de gestion des ressources naturelles, de gouvernance, de planification, d'éducation, entrepreneuriat, et de sport. Tu vois, donc, pour nous aussi, le sport, c'est un aspect assez innovant parce que c'est un moyen ou un outil que nous utilisons pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est quoi Là, tu as décrit pas mal les différents combats que vous menez. Quels étaient un peu les modes d'action? C'est quoi un peu un combat concret, par exemple? Est-ce que vous faites des actions dans la ville de Lomé directement? Si. Puisque nous travaillons beaucoup plus avec les communes, avec la décentralisation. Il y a plusieurs communes. Donc, notre combat, en fait, c'est de pouvoir accompagner les communes à élaborer leur plan de développement. Donc, ça peut être des plans de développement arrimés sur les ODD, arrimés sur le climat, sur l'énergie. En tout cas, ça dépend vraiment du partenaire puisque nous avons beaucoup travaillé avec l'OIF, dans l'Organisation internationale de la francophonie, qui au départ nous avait quand même donné des instructions pour plutôt accompagner certaines communes à élaborer leur plan de développement arrimé sur les ODD. Et comme nous travaillons avec les communes, nous les aidons également à pouvoir trouver des financements pour exécuter certains projets dans leur plan. Donc, si nous prenons par exemple la commune du GOP 5, parce que nous sommes de la commune du GOP 5, la dernière fois, nous avons fait un reboisement de 600 plants. Et je vous assure que c'est un reboisement qui a vraiment réussi parce qu'aujourd'hui, ça fait 4 à 5 mois. Et le taux de réussite de ce reboisement est à plus de 80%. Wow. Donc ça, c'est quand même un exemple qu'on peut donner ici à Lomé. Donc, je me demandais, dans vos buts, il y a aussi donc d'outiller les groupes avec lesquels vous travaillez et pas seulement envoyer des ressources, c'est vraiment de leur donner des outils pour ensuite continuer le travail. Effectivement, c'est ça. Parce que quand tu les aides, tu les accompagnes à élaborer des plans, après ça reste dans les tiroirs. Donc du coup, il faut les accompagner à aller chercher du financement, à mettre en exécution leurs projets, afin que ça ne soit pas vraiment du temps perdu. Ouais. Donc voilà un peu ce que nous faisons avec les communes. Ici à Lomé, on a eu quand même à faire pas mal d'activités. À part cette action de reboisement, nous avons distribué des poubelles pour les terrains de foot. Parce que ici, les terrains de foot sont à peu près abritent des dépotoirs sauvages. Voilà. Parce que quand les gens viennent pour des activités sportives, après, ils jettent les sachets plastiques partout. Et parce qu'il n'y a pas de poubelle, après, ils les entassent pour les brûler ou bien pour les emplir au sol. Donc, dans les deux cas, il y a quand même problème. Donc, du coup, il faut pouvoir les aider. Donc, on distribue des poubelles, voilà, pour pouvoir éviter cela et puis recycler également les déchets et pour pouvoir les revendre. Voilà. Ok. Il y a la question du reboisement et aussi la question de la gestion des déchets. Est-ce que dans la ville de Lomé, vous avez des infrastructures de recyclage? Non, on n'a pas d'infrastructure de recyclage, malheureusement.
Et nous sensibilisons beaucoup plus les jeunes à pouvoir, de façon indépendante, pouvoir le faire soit chez eux et dans leur ménage, soit au niveau de l'école. Donc, nous avons actuellement, nous sommes en train de développer même un projet pour aller au-delà des ménages, pour pouvoir permettre également aux écoles de mettre en place le même système de gestion, de recyclage des déchets, qui pourra être une source de revenus au niveau de l'école. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les sachets plastiques sont vendus à Lomé. Il y a une entreprise qui achète les sachets plastiques. Et tout ce qui est déchets biodégradables peut être transformé en engrais biologique. Et il y a également des entreprises qui vendent des engrais biologiques. Et puis, tout ce qui est bouteilles en plastique comme en verre peut également être revendu. Donc, ce sont des aspects que les gens ne savent pas, parce que moi, je dis souvent que on ne dit pas ordure, mais on dit ordure. C'est-à-dire que c'est de l'ordure. C'est pas ordure. Donc, les gens ne le savent pas. Donc, ils pensent que, bon, c'est vraiment des déchets. Oui, mais tu peux être très cher pour qu'on vienne prendre tes déchets. Ces mêmes déchets peuvent te créer de la richesse. Donc, c'est un combat qu'on est en train de faire. Intéressant. Et déjà, à partir de l'année prochaine, nous allons commencer cette campagne-là au niveau des écoles, cibler au moins quelques écoles comme projet pilote, et pour qu'ils puissent vraiment faire de la ressource grâce aux déchets qu'ils produisent. Vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que, question peut-être à côté, mais est-ce qu'il y a aussi des projets de développement d'énergie renouvelable? Est-ce que c'est quelque chose qui monte en Afrique, ça aussi? Oui, le Togo, à travers la politique du chef de l'État, a quand même démontré qu'il était à fond sur les questions des énergies renouvelables. Et avec la construction d'un central au niveau de l'État et d'une puissance quand même très élevée, je ne sais pas c'est combien de watts, et donc ça demande déjà la volonté du chef de l'État. Et ils ont également mis en place beaucoup de projets pour pouvoir accompagner les communautés. Et c'est des actions qui ne sont pas encore suffisantes, parce que quand nous parlons des énergies renouvelables, et en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Yeah. Même si au Togo, nous utilisons l'hydroélectricité, puisque c'est aussi renouvelable, et beaucoup de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et quand vous allez, même pas loin de Lomé, dans certains villages, vous voyez des enfants qui apprennent avec des lampes à pétrole. Vous voyez? Ouais. Vous voyez quand même l'incident que ça peut avoir, non seulement sur l'enfant qui respire de la fumée, et également sur l'environnement. Ou encore, vous voyez des enfants qui apprennent avec des torches à piles. Donc, ces torches, quand ils sont déchargés, elles vont où, ces torches? Les piles de ces torches, elles vont où? Personne ne sait. Et nous savons également l'incidence que ça peut avoir sur l'environnement, sur la santé des enfants. Donc, il y a des enfants qui n'arrivent pas à continuer les études parce qu'ils ont du mal à pouvoir apprendre la nuit. Et parce que pendant la journée, il doit aller au champ, il doit aller après à l'école. Mais la nuit, il n'a pas la lumière pour apprendre. L'enfant abandonne carrément les cours. Donc, du coup, nous, on s'est dit que le gouvernement ne pourra pas tout faire. C'est vrai qu'ils font des efforts, mais nous, en tant qu'acteurs de développement, nous devons aussi mener des actions pour permettre à ces communautés-là de pouvoir avoir accès à l'énergie grâce au soleil qu'on a. Ben oui. Parce que le soleil, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que nous faisons également des campagnes de sensibilisation, de promotion des énergies renouvelables, de distribution des kits solaires pour permettre à ces enfants de pouvoir apprendre la nuit, et également aux parents de pouvoir charger leur portable, parce que des gens parcourent des kilomètres pour pouvoir charger leur portable. Et quand ils vont pour charger, ils perdent de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est quand même énorme en termes de trucs. Donc, déjà, nous, notre vision, c'est de pouvoir vraiment permettre à ces communautés-là d'avoir accès à l'électricité. Et c'est ça qui nous a d'ailleurs poussé la dernière fois à mettre en place une coalition sur les énergies renouvelables. Et le rôle de cette coalition, c'est de pouvoir vraiment faire le plaidoyer pour que ces communautés-là puissent avoir accès à l'électricité grâce au soleil.
Donc, voilà un peu ce que nous faisons dans le cadre des énergies renouvelables. Wow. Et C'est vraiment impressionnant. Hier, nous avons fait un concert, donc une soirée culturelle de musique, voilà, pour pouvoir mobiliser des jeunes, pour les sensibiliser sur cette thématique. Et on avait environ 2000 personnes qui étaient présentes. Cool. C'est extraordinaire, quoi. Donc, ça nous a vraiment permis de faire passer le message et j'espère vraiment que le message est passé. Et on va continuer quand même ce travail-là pour pouvoir permettre à nos petits frères, à nos parents qui sont un peu en difficulté d'avoir accès. Ouais. Ouais. Je me demande, toi, dans la vision qu'a Jeunes Verts, l'ONG, c'est quoi les grands chantiers sur lesquels il faut travailler au Togo? C'est quoi les grands chantiers écologiques? Je ne parlais Bon, quand on parle de chantier écologique, moi, je pense que le défi actuellement, c'est beaucoup plus en deux sens. D'abord, c'est un défi par rapport au changement climatique. Et l'autre défi également, c'est le défi de l'énergie. C'est très important pour moi. Parce que quand nous parlons du défi des changements climatiques, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut relever. Mais l'aspect le plus ignoré, c'est le secteur de la construction. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des changements climatiques. Les experts disent oui. L'Afrique fait partie des zones dans lesquelles on aura beaucoup plus de morbidité et de mortalité d'ici quelques années encore, dû à l'augmentation de la chaleur. Mais les chefs d'État ou bien nos gouvernants sont en train de penser aux politiques de développement des infrastructures, etc., etc. Mais ils le font dans quel cadre? On ne sait pas. Actuellement, on est dans une période où il pleut, mais il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Donc, Dieu seul sait combien de personnes sont déjà décédées grâce à cette chaleur. Donc, le défi, c'est ça d'abord, le changement climatique sur plusieurs angles, mais aussi spécifiquement les énergies. Parce que les questions d'énergie, on ne peut pas vivre sans énergie. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'émission, c'est grâce à l'énergie. Absolument. Si je n'avais pas accès à l'énergie, je ne peux pas communiquer avec vous. Si vous n'avez pas accès à l'énergie, vous ne pouvez pas communiquer avec vous. Donc, nous, les pays du Sud, on a vraiment besoin de cette énergie. Et vous allez voir qu'à la prochaine COP aux Émirats Arabes Unis, chez les Arabes, à Dubaï, voilà, la COP va parler essentiellement des questions des énergies renouvelables. Donc, il est très important que ce défi également soit pris en compte. Donc, nous, ici, nous essayons d'impliquer ces deux aspects, mais beaucoup plus au niveau des communes, parce que c'est très important pour nous. Avec la décentralisation, ça devient beaucoup plus facile de pouvoir agir. Donc, nous le faisons beaucoup plus au niveau des communes. Et aujourd'hui, nous sommes en train grâce à un financement du PNUD et du CITICN, donc une cellule qui s'occupe des recherches au niveau des Nations Unies, nous avons accompagné 10 communes. 10 communes au Togo, où nous les avons donné des outils en termes de comment étudier la vulnérabilité au niveau de leur commune. Et sur les 10 communes, nous avons sélectionné 4. Les 4 vont bénéficier d'un plan de développement pour pouvoir construire des communes climato-intelligentes. Et ça, c'est un financement du PNUD avec le ministère de l'Environnement. Et c'est un projet qui est coordonné par OICO, qui est un cabinet espagnol, et avec Climate Analytics, qui est un cabinet aussi au niveau international, et puis Jeunes Verts. Donc, vous voyez déjà que nous sommes en train de résoudre ces différents problèmes-là en allant vers des communes climato-intelligentes. C'est intéressant. Donc, ce que tu dis, ça. C'est vraiment intéressant parce que quand tu parles de justement changement climatique, là, on se rend compte qu'il y a déjà l'adaptation au changement qui de toute façon va avoir lieu. Là, quand on parle d'adapter les infrastructures au changement climatique, est-ce que ça parle par exemple de créer des bâtiments par exemple qui réfléchissent la lumière
pour ne pas chauffer et trop récupérer la chaleur? Est-ce qu'on parle de climatiseurs? Est-ce qu'on parle d'air climatisé, de pompe à chaleur? C'est de ce genre de choses dont on parle? Non, c'est beaucoup plus les bâtiments bien construits pour pouvoir avoir une certaine économie d'énergie. Voilà, et qui dégage moins de chaleur. Donc, vous par allez exemple, voir circulation d'air, tout ça. Voilà, justement. Donc, vous allez voir que en Europe, les gens ont compris ça très vite. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, à Paris, vous allez voir que beaucoup de bâtiments historiques sont en train d'être refaits. Ouais. Parce que ce sont des bâtiments qui ne respectaient pas, qui n'ont pas respecté ces normes-là, qui font que même en pleine journée, tu es obligé d'allumer de la lumière à l'intérieur du bâtiment. Ouais. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui n'ont pas besoin de lumière électrique en pleine journée. Donc, voilà. Donc, je pense que les Africains, en fait, nous, en Afrique, on n'est pas encore réveillés par rapport à cette thématique. Et je pense que c'est un aspect à prendre vraiment au sérieux parce qu'on risque de refaire carrément nos villes si on ne fait pas attention. Oui, absolument. Donc, est-ce qu'au niveau politique, je sais que ton organisme est apolitique, mais au niveau global, disons, des politiques que tu remarques, est-ce que l'urgence climatique qui est vécue directement, surtout dans certains pays, est-ce que ça semble être la motivation dont les politiques avaient besoin, ou est-ce que ça manque encore et des organismes comme le tien ont vraiment besoin de faire de la sensibilisation à ce niveau-là? Oui, en fait, le problème que nous avons actuellement, c'est le manque de volonté politique. Ça, il faut se dire la vérité. Il y a vraiment un manque de volonté politique et on sent qu'ils ont l'impression de comprendre. Mais on se dit, en réalité, ils ne comprennent pas. Non, mais c'est ça, ouais. Ou soit peut-être ils comprennent, mais leur situation politique ne leur permet pas vraiment de pouvoir agir. Et ils veulent toujours qu'on essaie de forcer les choses afin qu'ils ne comprennent. Donc, on perd non seulement du temps, mais on perd également de l'énergie pour pouvoir les faire comprendre qu'en réalité, ils prennent des décisions qui ne vont pas dans l'avantage des populations. Je vais donner juste 2 exemples. Et quand nous parlons des énergies, il y a un projet de centrale à charbon au Sénégal, à Bargny, et puis à San Pedro, en Côte d'Ivoire. C'était très simple. Nous avons mené des démarches, surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire, j'étais là. On a mené des démarches vers les autorités, on a rencontré les ministres, on leur a expliqué, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Mais il a fallu maintenant qu'on mobilise des ressources pour pouvoir faire vraiment un plaidoyer fou. Et avec les populations, on a fait vraiment du forcing. Et puis finalement, mais quand nous on faisait ça, ils continuaient toujours le projet, mais finalement, ils ont abandonné le projet. Et c'est le cas au Sénégal, c'est le cas en Côte d'Ivoire, ils ont abandonné le projet. Donc, il a fallu du temps pour qu'ils comprennent. Mais déjà, eux aussi, ils ont perdu de l'argent. Oui. Ils ont perdu de l'argent. Donc, nos autorités, ils manquent vraiment cette volonté politique-là pour pouvoir les faire comprendre. Mais après, des fois, on essaie aussi de comprendre leur position. Parce que quand tu les approches, ils disent non, nous, on n'a pas pollué assez. Et on pollue très peu parce que toute l'Afrique, c'est 4%. Et nos pays, c'est 0,00001% d'émissions. Et pourquoi on ne veut pas que nous, on se développe? Ils ont laissé la Chine s'est développée, mais pourquoi nous n'avons pas le droit de se développer? Donc, c'est la question qui ramène quoi? Absolument. Pourquoi nous, on n'a pas le droit de se développer et on demande non, il ne faut pas que vous allez dans ce sens. Ouais, donc, déjà, il y a cet aspect qui bloque un peu. Voilà. Est-ce que c'est un argument? Là, je te pose la question à toi en tant qu'écologiste aussi. Est-ce que c'est un argument que toi, tu entends aussi ça, le fait que tu aies aussi des pays qui se disent bah oui, mais les grandes puissances du Nord, là, elles ont pollué tout le temps et c'est peut-être à notre tour de nous développer et on a besoin aussi, nous, de pouvoir continuer à émettre un peu. Oui, en fait, oui, en fait, c'est pas plutôt un argument. C'est un fait qui est réel. C'est un fait qui est réel.
Mais peut-être là où le problème a commencé, c'est la promesse d'argent qui n'est toujours pas tenue. Yeah. C'est-à-dire que, vous savez que depuis 2009, ils ont parlé quand même de créer une cagnotte, de mettre de l'argent dedans. Oui. Mais les 100 milliards de dollars, c'est difficile. À peine on est à 15% de la cagnotte demandée. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et même pour avoir accès à ces fonds, c'est la croix et la barrière. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui fait que des fois, quand ils ont des propositions de développement venant d'autres partenaires, ils ont tendance à accepter parce qu'ils se disent qu'ils perdent du temps. Absolument. Ils perdent du temps pour faire quelque chose où ils n'ont pas les moyens. On les comprend. Oui. Donc, moi, en tout cas, je comprends quand même leur position. Parce qu'ils disent, oui, on veut le faire, mais on a besoin d'argent. Donc, du coup, nous, oui. J'allais juste demander, là tu parlais justement de 2 centrales à charbon du coup en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Le charbon qui est utilisé, que vous utilisez dans certaines centrales électriques, il vient de où, la provenance du charbon? Nous, on n'utilise pas le charbon ici. Hein. Ok. Des centrales thermiques. Donc c'est au gaz? Et de l'hydro. Voilà. Et de l'hydroélectricité. Mais les deux projets de centrales au Sénégal et en Côte d'Ivoire, le charbon, est-ce que tu sais d'où il serait venu? Non, ça vient il s'est produit sur place là-bas. Ok. Oui, c'est produit sur place. Donc, c'est produit sur place, que ce soit au Sénégal ou tout, c'est produit sur place. Donc oui, c'est logique comme projet, même si c'est pas écolo. Voilà. Ouais, c'est pas du tout écolo. Ouais. C'est quoi votre actualité à l'association? C'est quoi les prochains grands projets? Tu nous parlais hier d'une journée d'un concert de sensibilisation et de fête là culturelle. C'est quoi les prochains événements que vous avez en tête là déjà de planifier? Oui, le prochain très grand événement que nous avons, c'est la 9e édition de la conférence des jeunes sur le changement climatique. Elle se tiendra où? Donc, elle se tiendra à Lomé. Elle se tient à Lomé et à Accra. Donc, on le fait dans 2 zones pour pouvoir permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir participer. Après, c'est une conférence qui permet non seulement de sensibiliser les jeunes sur les questions du changement climatique, mais ça permet également aux jeunes de passer à l'action. Donc, on les forme de façon concrète à l'élaboration de projets, et voilà, pour pouvoir répondre aux appels. Et puis, il y a également la 3e dimension qui est le plaidoyer, c'est-à-dire que tu sensibilises le jeune, tu l'amènes à l'action. Après, tu l'aides à pouvoir faire le plaidoyer pour pouvoir mobiliser des ressources pour son projet. Vous voyez? Donc, c'est comme quelqu'un qui fait le journalisme, il finit. Et puis bon, après, il fait un autre métier. Il devient peut-être mécanicien ou il devient chauffeur parce qu'il a appris, mais on ne l'a pas accompagné pour pouvoir vraiment faire de ça un métier. Non, il n'a pas été outillé dans la vraie vie. Justement, c'est le mot. Donc, après formation, on essaie de les outiller pour qu'ils puissent vraiment être capables soit de mobiliser des financements pour pouvoir faire leur action, soit encore de pouvoir... et mobiliser des partenaires ou bien des autorités à pouvoir agir. Et par rapport à ça, je donne toujours un exemple. Il y a un jeune dans sa communauté et chaque année, il y a des inondations. Mais bon, quand il y a une inondation, tout le monde part du village. Et quand l'eau part, ils reviennent tous au village. Mais après nos formations, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une inondation là, qui a suivi et le jeune a eu l'idée de filmer un peu la situation dans laquelle il se trouvait dans leur village. Il a amené l'élément à la télé et la télé a fait passer ça. Et le lendemain, c'est le ministre qui appelle le chef. Voilà. Et après, c'est le président de la République qui envoie l'argent pour qu'on vienne aider la population. Wow. Donc, vous voyez, donc, le jeune n'a pas les outils de plaidoyer. Et il a suffi juste qu'il filme et qu'il fasse passer ça à la télé pour que ça puisse payer. Donc, nous battons vraiment pour pouvoir former les jeunes, parce que ce sont eux la relève de demain. Absolument. Si cette question ne les intéresse pas, bon,
c'est que nous, on partira, mais après, l'héritage qu'on va donner à nos enfants, à la génération qui va suivre, ça serait pitoyable. Ça serait vraiment du Armageddon pour eux. Et c'est pas bien de notre part. Non, donc, c'est ce qu'il faut. Souvent, c'est ça, on dit faites quelque chose et après ça, mais oui, mais je fais comment, je fais quoi, je le fais où, je parle à qui. C'est l'un des plus grands événements qui nous attend cette année. Oui. Mais à part ça, nous allons très prochainement, ça c'est dans le mois de juin, nous irons former les femmes de ma région, donc de ma préfecture, sur la fabrication du charbon bio. Du charbon bio, donc c'est une région qui manque vraiment d'arbres déjà. Donc elles ont du mal à pouvoir faire la cuisson. Donc nous allons pouvoir récupérer les déchets, les résidus de culture dans les champs, et avec ces résidus on pourra fabriquer du charbon. Ces femmes peuvent pouvoir cuire leur aliment. Donc, nous allons leur donner cette formation déjà en début du mois de juin. Et l'autre événement que nous avons également, c'est la distribution des FITRAO. Donc, chaque année, nous faisons également l'effort de pouvoir partager des FITRAO dans les écoles pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir de l'eau potable. Parce que dans la région pas la région, mais dans la préfecture de Zion, c'est une préfecture qui est pas trop loin de Lomé. Et c'est une zone qui manque vraiment d'eau potable. Bon, en fait, pas d'eau potable, ce qui est ridicule. Ça, il manque d'eau. C'est une préfecture qui manque d'eau. On n'est même pas encore allé au niveau de l'eau potable. Ouais. Il faut d'abord avoir l'eau avant de penser si c'est potable ou pas. Donc, quand il pleut, chacun essaie de faire un trou et pour pouvoir recueillir de l'eau. Et des fois, même pour la lessive, quand quelqu'un fait la lessive, il garde l'eau pour le voisin. Donc, le voisin fait la lessive avec la même... Donc, du coup, depuis 2016, on partage des FITRAO dans les écoles pour permettre aux enfants de pouvoir avoir de l'eau potable. Donc, ceci grâce à un de nos partenaires qui est en France, donc, qui a une association qui s'appelle VIA Togo. Et elle s'appelle Madame Françoise Martin. Donc, à ce jour, nous avons distribué des FITRAO dans plus de 120 écoles au niveau de la préfecture. Donc, plus de 250 FIT qui ont été distribués. Est-ce que ton ONG participe à la COP ou au COP passé? Si, notre ONG est toujours présent au COP. Toujours depuis 2015. Et nous faisons toujours l'effort d'être là au COP. Donc, nous sommes partie prenante au niveau des négociations parce que nous allons, en tant que délégués pays, nous sommes accrédités par le ministère de l'Environnement. Donc, quand nous participons aux négociations, nous essayons quand même de faire passer notre point de vue. Et avant même les COP, nous faisons une consultation des jeunes pour pouvoir avoir l'impression de la jeunesse et pour pouvoir avoir la position de la jeunesse sur cette COP. Et quand nous allons à la COP, nous essayons de faire passer le message. Et quand nous revenons également de la COP, nous essayons de faire la restitution et pour leur dire vraiment ce qui s'est passé, voilà, et qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour les prochaines étapes. Donc, nous sommes vraiment partie prenante, voilà, aux négociations. Est-ce que tu remarques là-bas un déséquilibre de l'écoute, dépendant de où viennent certains délégués, donc clairement sud versus nord, dans qui a le droit de dire quelque chose ou de parler des situations qui se passent vraiment dans les pays? Oui, quand tu vas au COP, tu peux intervenir, tu peux parler, mais à certaines séances, nous, on est beaucoup plus là en tant qu'observateurs. À moins que le point focal de la Convention cadre des Nations Unies au Togo te donne l'autorisation, de pouvoir représenter, de pouvoir parler. Donc, ce que nous faisons souvent au niveau de la délégation du Togo, et on essaie de donner des instructions
Voilà, donc ce qui fait que quand tu vas, tu peux quand même avoir le droit de parler. Et là, c'est sous la responsabilité de ton point focal. Voilà. Ok. Donc, on va bientôt terminer. On est à la fin de l'entrevue. Tu connais notre dernière question. Comme le nom de l'émission, s'il y avait quelque chose que tu pourrais annuler dans l'histoire ou dans la vie ou dans n'importe quoi pour mieux refaire, qu'est-ce que ce serait? Pas dans ma vie, non, dans la vie de façon générale, c'est ça? Oui. Moi, c'est la politique. Oh. Ouais, c'est la politique parce que la politique, c'est une chose qui est venue diviser nos peuples. Voilà, la politique, quand moi je parle de la politique, je parle également de la démocratie. Et vous ne savez pas comment les Ghanéens appellent la démocratie. Vous savez comment les Ghanéens, c'est-à-dire les anglophones, ils appellent la démocratie demon crazy. C'est-à-dire demon crazy. C'est-à-dire pour eux, c'est ça qui est venu gâcher tout. Parce qu'avant cette époque, l'Afrique était considérée comme un pays. Et puis, on savait à peu près le rôle de chaque personne. Et avant, en Afrique, il y avait des familles royales, il y avait des familles de forgerons, il y avait des familles d'agriculteurs, il y avait des familles paysans, voilà, il y avait des familles griots. Donc, tu ne vas pas voir un griot qui va devenir chef. Non. Et tu ne verras pas un chef devenir forgeron. Et tu ne verras jamais aussi un paysan devenir forgeron. Non. Chaque famille a quand même une spécialité. C'était une fierté. On sait que voilà, il y a la famille royale. Quand le chef meurt, on sait que c'est son fils direct qui prend le royaume. Donc, on vivait paisiblement et chacun se respectait. Maintenant, aujourd'hui, on veut obliger le griot à devenir chef. On veut obliger le paysan à devenir chef. Le paysan laisse la terre et maintenant, celui qui doit s'occuper de la terre ne maîtrise pas la terre. C'est vraiment, que c'est compliqué. C'est vraiment intéressant ce que tu racontes. La politique est venue tout mélanger. Et ça a tellement tout mélangé qu'aujourd'hui, quand il y a des élections, c'est des milliards, des centaines de milliards qu'on dépense pour les élections. Juste pour une élection. Juste pour qu'on dise à la fin, c'est tel individu qui est le président. Et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Donc pour moi, s'il y avait quelque chose vraiment à enlever, c'est la politique. Pour qu'on revienne comme on était avant. Et peut-être que quand Dieu va accepter qu'on revienne à cette époque, on n'aura plus trop de problèmes à gérer et chacun vraiment sera à sa place. Voilà. Intéressant. Merci beaucoup, Esso. Donc, on va le rappeler. Donc, Jeune Vert, on peut te retrouver sur Facebook, Instagram aussi, j'ai vu. N'hésitez pas, si vous avez des infos à nous partager à l'avenir avec l'association, on sera vraiment très preneurs. Puis c'était un plaisir de t'avoir au téléphone, vraiment intéressant. Le plaisir partagé. Donc pour ceux qui veulent peut-être m'écrire directement par WhatsApp, vous m'écrivez sur le 00228 90 96 32 91 ou encore nous suivre sur www.jeune donc jeune-verts-verts.org. Donc, c'est notre site web. Et nous sommes présents sur Twitter, nous sommes présents sur Facebook, Instagram. Et voilà. Donc, vous pouvez nous contacter et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne soirée et puis à une prochaine fois. Bonne continuation avec tous les projets. Ça a été vraiment un plaisir, un grand plaisir. Allez. Bonne soirée à tout le monde et salut encore à tous les auditeurs. Salut. Wow. Vraiment intéressant. Super intéressant, les énergies renouvelables et tout. Là. On voit qu'il y a des associations qui s'engageront pour du concret. Je trouve ça intéressant. Alors, bon, tu connais mon avis par rapport à, je pense, la conclusion, tu vois, sur la politique à la fin et le féodalisme et ces choses-là. C'est quelque chose que moi, à titre personnel, non, mais même chose. Voilà, que je soutiens pas et que je pense qu'on ne soutient pas particulièrement, tu vois. Mais n'empêche que le point de vue de... Mais je pense que c'était aussi le côté de l'ego, de l'organisation de la société aussi, tu vois. C'est ça, C'est genre, on est dans un moment de développement,
C'est une question qui aurait été intéressante à poser, tu vois, mais c'est genre, est-ce qu'on n'est pas à un moment où on a besoin d'unité nationale pour répondre à ces grands enjeux et est-ce que, du coup, concentrer notre énergie sur des élections, c'est pas un problème pour nous à ce moment-ci? C'est ça. Tu vois, je trouve ça intéressant. Question intéressante. J'y avais jamais pensé. Ouais. Non, moi, J'y avais jamais pensé. Les groupes qui veulent outiller les gens à la place de dire des beaux mots, c'est primordial dans toutes les luttes, mais en général, parce que souvent, on voit des belles paroles. Ah, c'est bien, l'écologie, OK. Mais après ça, bon, ben, voilà. Ça finit là. Et tu te dis, ben, je sais pas quoi faire. Exact. Donc, c'est super cool. Il est 8h, Mélo? Oui. On sort manger ce soir. I know! Exciting! Alors, exciting, oui. Moi, j'avais tout préparé pour faire des pâtes. Et j'ai vu Bob faire la gueule quand j'ai dit « Oh, bah, je peux faire des pâtes ce soir. » Et la gueule! Bon, bah, j'ai compris que bon. En plus... Exactement. Mais la coloc, en général, voulait aussi sortir. Donc, du coup, ça va être une bonne soirée. On va vous souhaiter aussi une bonne soirée. Si vous nous écoutez en replay, bonne journée, bonne soirée, quelle que soit l'heure qu'il est. On a un Patreon que je voulais toujours mentionner. Donc, si jamais vous voulez supporter l'émission, l'argent va à payer en premier Olga, notre journaliste, qui est basée en Afrique. Et ensuite, pour les autres petites dépenses, parce que, il y a bien évidemment, par exemple, comme l'a mentionné notre invité, l'énergie, donc l'Internet, par exemple, ça fonctionne avec ça. Donc, il y a des différents tarifs. Ils sont tous assez bas de toute façon pour que ce soit accessible. Et évidemment, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez sponsor une chaîne Twitch pendant un mois gratuitement et ensuite le renouveler. Donc, si jamais vous voulez nous donner quelques cents de la part de Bezos à nous gratuitement, sans frais à vous, on est très une option. Exactement. Voilà, j'ai fait mon pitch. Non, mais c'est bien. L'argent, c'est toi. Merci. Non, excuse. La semaine prochaine, non, on peut pas encore parler de l'invité. On en parlera bientôt. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pas de pause cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on a besoin de chialer. Là, il va falloir s'armer. Exorciser un petit peu. Il se passe des choses. J'ai plus rien à dire. Parfait. On va aller manger. J'ai faim. Yes, on va manger. À la semaine prochaine et puis passez une bonne semaine. Bye.